approche statistique classique. Donc, vous pouvez avoir un peu des approches différentes par rapport au machine learning, vu que c'est plutôt de la mode, du hype, comme c'était mentionné même avant. Ou vous pouvez être plus positif en disant qu'en réalité, le machine learning il a permis de focaliser la statistique sur des sujets qui étaient un peu négligés par les statisticiens classiques, des sujets comme la non-linéarité, la classification, énormément. Là, vous avez la causalité, on a parlé même avant dans la discussion. Et moi, je préfère avoir cette attitude interdisciplinaire, vraiment comme machine learning, comme une couche additionnelle qui s'appuie sur des compétences, sur des méthodes, sur des résultats qui viennent de la statistique classique. Donc, je la vois comme une évolution des méthodes statistiques classiques. Donc, ici, aujourd'hui, je vais plutôt focaliser sur des méthodes de machine learning pour la prédiction. Vous avez entendu parler désormais d'applications dans les présentations précédentes. Vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de cas où la prédiction peut être utile. Pour vous montrer que la prédiction, c'est pas si facile à faire, avant on parlait du déterminisme, est-ce qu'on peut effectivement avoir suffisamment de connaissances sur un phénomène pour savoir le prédire. Là, vous avez beaucoup d'exemples comme quoi vous voyez que prédire, surtout le futur, c'est très difficile. Donc vous avez beaucoup des phrases qui ont été proposées par des gens, des considérations, et qui se sont révélées fausses, évidemment, avec la suite. Donc, prédire, c'est pas facile, et j'essaierai de vous montrer pourquoi la prédiction est difficile, et qu'est-ce que ça veut dire prédire quelque chose sur la base des données. Donc, je vais m'attaquer plutôt aux séries temporelles. Donc, vous avez une séquence d'observation. Et évidemment, vous pouvez imaginer qu'énormément de phénomènes ou situations réelles peuvent être caractérisées par une série temporelle. Donc, tout ce qui est météo, tout ce qui est économie, trafic, business, tout ce qui est charge électrique, finance, évidemment, Internet of Things. Vous pouvez facilement imaginer qu'il y a toute une énormité d'applications qui génèrent beaucoup de données. Je ne dois pas vous rappeler l'importance des data et des effets qui sont partout. Et parfois, ces données ont cet aspect temporel, et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe après. Et donc, pourquoi il faudrait étudier des séries temporelles dans l'industrie 4.0 Là, vous avez plusieurs raisons. Prédiction, predictive maintenance, on en a parlé déjà avant, avec tout ce qui est contrôle. Il y a aussi la compréhension du mécanisme qui est sous-jacent aux séries. Décrire aussi les features importants dans une série, ou par exemple, comprendre qu'il y a des anomalies, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avant. Il a été annoncé ce problème qui est le bruit de machine peut donner de l'information sur le fait que la machine est en train de se casser. Donc ça c'est un exemple évident des techniques de détection d'anomalies sur la base des signaux temporels. Donc chez nous, dans mon groupe, on a aussi étudié plusieurs applications dans des domaines assez différents. Une des raisons pour lesquelles j'aime le métier de data scientist, c'est que vous pouvez utiliser vos compétences dans des domaines assez différents, mais tout en faisant plus ou moins toujours la même chose. Et donc, ce qui est un peu marrant, c'est le fait que vous pouvez utiliser vos compétences. Ici, vous avez des exemples d'applications dans le cas de la sécurité, des détections de la fraude par carte de crédit, dans Internet of Things, dans la santé, de la crypto-analyse, dans tout ce qui concerne la Smart City ou mobilité. Pour vous donner une petite idée, la première application, c'est quelque chose en collaboration avec Worldline. Dans la dernière présentation de la matinée, on a fait justement cette parallèle entre les systèmes experts et les systèmes qui apprennent à partir des données. Ici, c'est un exemple où les deux mondes peuvent en quelque sorte coexister. Ça, c'est un modèle du pipeline qui analyse la transaction de la carte de crédit. Donc, normalement, chaque fois que vous rentrez votre PIN dans le terminal, il y a d'abord un check évidemment qui est fait sur les codes que vous rentrez, mais après, et donc ceci est fait en temps réel, mais après il y a toute une série d'activités qui est fait en near real time. Et donc là, normalement, chez Worldline, il y a les pipelines est composé par deux analyses en parallèle. Une parallèle qui est plutôt un pipeline qui est composé en partie plutôt par des règles métiers avec les experts, une partie qui est plutôt data-driven. Et nous avons plutôt travaillé dans améliorer cette partie-là. Et le but ici, c'est pas bloquer immédiatement la carte de crédit quand il y a une substitution des fraudes, mais plutôt de prévenir l'investigateur. Donc plutôt faire un ranking, une priorisation des cartes, et après c'est l'être humain, c'est l'investigateur qui décide effectivement s'il y a un risque, il va contacter les clients
Et donc, vous pouvez imaginer la difficulté de cette tâche où les données arrivent avec un flux continu. On parle des millions de transactions par jour. On a beaucoup de problèmes d'analyse des données, de stationnarité, les données qui ne sont pas balancées. Heureusement, il y a beaucoup moins de fraude que de transactions genuines. Il y a un problème d'interaction avec les humains et tous les problèmes du big data. Un autre exemple d'application de série temporelle qu'on a développé dans notre groupe, c'était dans le domaine des IoT, à l'époque c'était plutôt réseau capteur. Comment utiliser des modèles de prédiction pour réduire la consommation d'énergie dans un capteur. Donc vous savez que les capteurs sont très utiles, peuvent être déployés, surtout les capteurs sans fil. Il y a un gros problème des batteries, donc ces batteries-là, elles sont épuisées assez rapidement. Et c'est qu'on a remarqué que les coûts liés à la transmission dans un capteur sont beaucoup plus importants que les coûts liés à un calcul. Donc l'idée que nous avons eue, au lieu d'envoyer toutes les données d'un capteur vers une base qui entraîne beaucoup de coûts de transmission, l'idée est localement apprendre un modèle dans le capteur. Donc on a suffisamment de ressources pour calculer un petit modèle. Et au lieu d'envoyer chaque fois la donnée, on envoie un modèle de temps en temps. Et on envoie un nouveau modèle seulement qu'on voit un écart entre la prévision du modèle et ce qu'on observe. Et donc l'idée qu'en réalité, par défaut, dans une application IoT, vous n'avez pas besoin de la valeur exacte. Ce qui vous intéresse, avoir une bonne approximation. Et donc on utilise le modèle comme manière pour comprimer les données. Et au lieu d'envoyer les données, on envoie le modèle. Et chaque fois, seulement qu'on voit que les deux commencent à diverger, ben, on met à jour les modèles et donc on renvoie un nouveau modèle. Donc là, c'est un autre exemple. On a d'autres exemples aussi. Donc tout ce qui est cryptographie, side-channel attack, en gros, on observe les patterns avec des consommations d'énergie et on peut montrer qu'en réalité, il y a des leaks dans des systèmes cryptographiques et on peut effectivement avoir de l'information qui devrait être sécurisée, secrète, comme la clé, à partir, on peut retrouver cette information en analysant la série temporelle liée à la consommation. Donc je vais skipper tout ça. Notre application, c'est aussi dans tout ce qui est analyse de mobilité. En Belgique, les camions maintenant doivent être équipés avec un device qui envoie chaque 30 secondes la position, la vitesse, la direction, les caractéristiques du camion. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a une énorme quantité de données. Et donc là aussi, nous sommes en train de travailler avec les technologies Big Data pour pas simplement stocker, visualiser ces données, mais aussi faire de la prédiction spatio-temporelle sur les trajectoires des camions. Ok. Mais un peu le rêve, l'objectif de ma recherche est vraiment essayer de pousser ces méthodologies de forecasting vers des settings très compliqués, big dans le sens où il y a un très grand nombre de variables, un très grand nombre de séries, et aussi qu'il y a un horizon très long en fait. Et donc là, j'appelle ces défis, les défis que normalement on retrouve dans tout ce qui est Internet of Things ou phénomènes spatio-temporels, de prédire en parallèle un très grand nombre de séries, mais pas seulement l'étape en avant, mais plusieurs étapes en avant. Donc tout ceci est assez ambitieux. Donc on pourrait dire qu'en quelque sorte, c'est la tâche des prédictions la plus difficile au monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met ensemble. La dimensionnalité, comme dans les cas IoT, il y a beaucoup de capteurs qui génèrent des données. Je ne veux pas prédire un capteur à la fois, mais je voudrais analyser ou prédire un très grand nombre des signaux en même temps. J'essaie d'aborder aussi des prédictions d'horizon qui ne sont pas seulement un step ahead, mais plusieurs steps ahead. Il y a tous des soucis liés à la possible non-linéarité, au bruit, aux dépendances, à la non-stationnarité. Et donc ici, je veux simplement vous dévoiler un petit peu les genres d'aspects qu'il faut tenir en considération quand on veut utiliser des méthodes d'apprentissage automatique pour traiter avec ce genre de problèmes. Mais avant d'y arriver, je fais ça par étapes. D'abord, je vais prendre un problème plus simple, une seule série temporelle et un step ahead. Après, on va prendre une seule série temporelle, mais on fait plusieurs étapes en avant. Et après, on va considérer un problème multi-step ahead avec beaucoup de variables. Donc, pour vous montrer comme chaque problème a des aspects qui doivent être tenus en considération, il y a des décisions stratégiques qui doivent être prises par celui qui fait le modèle. Et donc, ceci ouvre aussi la porte un petit peu sur les difficulté de créer un modèle prédictif qui a une bonne qualité liée au fait qu'il faut choisir beaucoup de paramètres, faire beaucoup de choix de modélisation. Ce qui est un peu en contradiction avec les sentiments qu'on a aujourd'hui, que les problèmes de prédiction sont pas résolus, qu'il y a un librairie sur Python, ou qu'il y a un truc deep learning, on peut utiliser, on peut tout résoudre. Un peu le but aussi de la présentation est démystifier un peu tout ça et montrer que derrière la conception d'un modèle de prédiction, il y a beaucoup de choses à tenir en considération. Donc, les premiers problèmes, si on veut faire une étape en avant, un step ahead forecasting,
La première chose que je veux vous dire, que chaque fois qu'il faut prédire une série temporelle en avant, la première chose qu'on fait, normalement, on essaie de retirer de la série tout ce qui est lié à des trends, des saisonnalités. Ce qui, en quelque sorte, c'est peut-être la partie la plus facile. Et donc, les signaux, si on observe une série univariée, ce qu'on fait, on retire d'abord tout ce qui est saisonnalité ou trend, et on se focalise sur le résidu. Et donc, en avant, je me focaliserai sur la prédiction de la partie restante dans le signal. Chaque fois que vous faites une prédiction, c'est parce que quelque part, vous faites une assumption qu'il y a une régularité dans les signaux ou régularité dans la réalité. C'est-à-dire que les passés apportent de l'information sur le futur. Avant, on parlait de déterminisme. Le déterminisme, ça veut dire que les passés réduit complètement la certitude. Ce n'est pas forcément nécessaire la plupart des fois. Il ne faut pas que la certitude aille à zéro, mais déjà simplement en réduction par rapport à la certitude initiale, ça pourrait être déjà quelque chose d'avantageux et utile. Et donc, normalement, cette notion de probabilité, on l'appelle la probabilité conditionnelle. Donc, vous savez prédire quelque chose. Supposons, par exemple, je vais prédire la température demain, et ça est à l'instant T+1, sous la base de la température hier. Mais je peux prédire si la température hier, à Casablanca, par exemple, m'apporte de l'information sur la température d'aujourd'hui. Et ceci, en probabilité, est représenté par cette formule. Donc, il y a une dépendance entre ces deux variables. Ça veut dire quoi qu'il y a une dépendance? Qu'en connaissant une des deux variables, vous réduisez l'incertitude de la deuxième variable. Et donc, vous faites finalement cette hypothèse chaque fois que vous allez créer un modèle de forecast. Et après, vous pourrez dire, ok, mais peut-être la température aujourd'hui ne dépend pas seulement de la température d'hier, mais aussi avant-hier, combien d'étapes je dois aller dans le passé. Et ça, c'est le premier grand problème, comprendre en quelque sorte l'ordre de la dépendance. Il y a une notion qu'en stats, on appelle la notion du Markov-Blank, qui est un peu une notion semblable à la notion d'état dans un système dynamique. Et vous essayez de trouver le nombre minimal des valeurs passées, tel qu'une fois que vous connaissez ça, vous pouvez oublier tous les passés antécédents. Et donc, si vous arrivez en quelque sorte à recréer un état par un petit nombre de variables, tel que connaître tous les passés à partir de l'instant 1, ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que toute l'information est encodée dans une petite fenêtre temporelle antécédant l'instant où vous voulez faire la prédiction. Donc on dit qu'en connaissant ça, on rend le futur conditionnellement indépendant du passé. Donc là, la première question, effectivement, est de trouver cet ordre n, c'est-à-dire combien de valeurs dans le passé je dois aller pour prédire le futur. Ça, c'est un des premiers problèmes. Et le deuxième problème est construire cette dépendance entre les passés et le futur. Là, c'est un schéma que j'utilise normalement dans mes cours de machine learning, qui résume un peu chaque fois que vous faites une prédiction, quelque part, vous pensez qu'un input, ça peut apporter de l'information sur l'output. Et donc, ça, c'est valable pour des problèmes très différents. Quand vous faites la classification SPAM, vous faites l'hypothèse que les statistiques sur les mots vous apportent de l'information sur la classe que l'email soit un SPAM ou pas. Quand vous faites la prédiction en bioinformatique, vous faites l'hypothèse que la valeur des gènes d'un patient peut vous apporter de l'information sur la probabilité qu'il y a une évolution, par exemple, dans le cancer du sein. Ici, l'input, c'est plutôt la valeur passée, ou l'ensemble des valeurs passées, l'output, c'est la valeur future. Et donc, vous supposez qu'il y a une dépendance entre ces deux variables. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas la décrire sous forme d'une règle ou sous forme d'un modèle analytique, mais vous avez un jeu de données et vous allez construire un modèle qui fait l'affaire, en quelque sorte, qui essaie d'émuler cette dépendance. Et donc, ça, c'est l'idée. Maintenant, on pourrait imaginer des dépendances très simples. Donc, dans les méthodes statistiques classiques, souvent, vous pourriez dire, voilà, cette dépendance est assez simple. La valeur future est simplement la moyenne. Dans les cas plus simples, c'est simplement la valeur passée. Je pourrais simplement faire les modèles les plus bêtes au monde, comme un modèle naïf qui dit, bah, demain, il y a la même température qu'aujourd'hui. Il y a certains cas où, effectivement, il y a tellement de bruit, il y a tellement peu de signal, que peut-être celui-là est le meilleur modèle. Vous pouvez imaginer des modèles où on fait une moyenne, mobile, où il y a des techniques d'exponential mobile. Les machines learning rajoutent d'autres techniques pour modéliser cette dépendance entre les passés et les futurs. En gros, souvent, on modélise ça comme une dépendance fonctionnelle, donc entre un vecteur de valeurs passées et une valeur future. Donc, f, en quelque sorte, c'est cette dépendance-là. Hein. Donc, l'entrée, c'est un vecteur de valeurs passées, output, c'est le futur, et j'essaie de modéliser cette fonction f. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans l'apprentissage automatique, on a développé toute une panoplie de techniques pour fitter en fonction f. Vous pourrez commencer un modèle linéaire, un modèle non linéaire, des random forest, des modèles locaux, vous pourriez utiliser des réseaux neuronales. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces problèmes de moins séparés, vous pouvez les mettre dans une classe de problèmes qui est assez souvent abordée et résolue dans le contexte
de l'apprentissage automatique de la STAPS, c'est essentiellement un problème de régression. Et donc, c'est pas si facile que ça, parce que supposons, pour simplifier, que là vous avez l'entrée et là vous avez la sortie, donc supposons que ça c'est la valeur passée, c'est là la valeur future. En réalité, choisir un modèle, c'est pas si facile que ça. Et normalement, peut-être vous avez entendu parler du trade-off entre overfitting et underfitting. Donc vous pouvez commencer par un modèle tout bête, et disons voilà, ce modèle-là, en erreur sur le training set qui est assez important, mais il est très simple, passer à un modèle un peu plus compliqué. Et si vous regardez simplement les training errors, c'est-à-dire l'erreur que vous avez dans le training set, ces modèles-là semblent être beaucoup meilleurs que ces modèles-là. Alors qu'en tant qu'être humain, vous apercevez qu'en réalité, ici, on a trop fait. On a fait du overfitting. On n'a pas fité seulement le signal, mais aussi les bruits. Et donc ça, c'est vraiment un problème classique de tout l'apprentissage automatique. Donc, définir cette fonction f demande de définir des hyperparamètres. Ici, c'est très simple, c'est l'ordre simplement du modèle polynomial. Et dans chaque méthode de machine learning que vous utilisez, il y a des hyperparamètres. Dans le random forest, il y a le nombre de feuilles, dans le deep learning, il y a les couches, il y a beaucoup d'hyperparamètres qui ont un impact sur ça, qui en quelque sorte gèrent les trade-offs. On peut montrer en stats qu'il y a un trade-off entre biais et variance, je ne vais pas montrer, mais entre underfitting et overfitting. Et donc là, vous êtes plutôt dans les cas de la fonction trop simple, là vous êtes dans les cas de la fonction trop compliquée. Il y a au milieu quelque chose d'optimal que vous ne savez pas, et donc toute la question est comment explorer cet espace complexité pour trouver les meilleurs trade-offs entre underfitting et overfitting. Donc là, vous voyez déjà deux problèmes que j'ai énoncés. Le problème est de trouver la taille de l'input, ça c'est lié à la notion de feature qui a été mentionnée ce matin, et aussi trouver la nature de la fonction f, ce qui n'est pas de nouveau tout à fait évident, et qui dépend des données, qui dépend de la relation entre le signal et les données. Mais maintenant, passons à un problème encore plus compliqué, c'est toujours une série. Au lieu de faire une étape en avant, on fait plusieurs étapes en avant. Donc ici, le but, c'est pas simplement prédire la prochaine valeur, mais une série de valeurs futures, c'est qui peut être utile dans plusieurs cas, vous pouvez imaginer. Donc en gros, il y a trois grandes stratégies qui ont été développées. La première est de dire, oui, tout bêtement, faire une prédiction plusieurs étapes en avant, c'est simplement itérer plusieurs prédictions en étapes en avant. Et donc ça, se appelle la méthode itérée récursive. La deuxième approche est de dire, voilà, chaque prédiction, c'est un problème différent. Une chose, c'est prédire à l'étape t plus 1, une chose, c'est prédire à l'étape t plus 2, une chose, c'est prédire à l'étape t plus h. Donc, on a h problèmes de prédictions différentes. Ou sinon, on a une approche qu'on a développée récemment, où on voit plutôt ça comme un problème multi-input, multi-out, que je vais vous montrer après. Donc, dans les cas de la méthode itérée, évidemment, c'est assez naïf, c'est assez simple, mais donc, c'est une stratégie assez simple, donc, au lieu d'utiliser les valeurs vraiment que vous avez observées dans cette fenêtre passée, au lieu d'utiliser les vraies valeurs, vous allez avoir un feedback de la prédiction. Donc, dans votre entrée, il n'y a pas seulement des vraies valeurs observées, mais il y a aussi des valeurs estimées. Et donc, vous pouvez imaginer que ces valeurs sont entachées par l'erreur, et donc, vous pouvez avoir une explosion de l'erreur. Et donc, là, on pourrait avoir un problème de performance aussi, parce que souvent, ces méthodes sont entraînées pour un objectif ou un step ahead, alors que finalement, l'objectif est plusieurs étapes en avant. Mais l'alternative, donc, est plutôt de faire itérer, vous pouvez avoir une stratégie directe, ce qui veut dire, OK, chaque problème est différent, je fais un modèle pour étape 1, un modèle pour étape 2, un modèle pour étape H. Là, à nouveau, il y a des plus et des contre. L'effet qu'il n'y a pas d'approximation parce que chaque fois l'input c'est quelque chose que vous avez vraiment observé, il n'y a pas de valeur estimée là-dedans. Il y a un avantage parce qu'il n'y a pas accumulation d'erreurs. Et donc vous faites un modèle différent par horizon. Mais le risque qu'en quelque sorte vous oubliez que ce que vous allez prédire, ce n'est pas une série de valeurs, c'est une série temporelle. Donc vous aimerez que ce que vous allez prédire ait les mêmes propriétés que la série historique. Et l'autre risque est normalement faire un modèle une étape, ça peut avoir une certaine complexité fonctionnelle. Si vous faites un modèle à plusieurs étapes, surtout si la vraie dépendance fonctionnelle est non linéaire, ça peut amener à des complexités beaucoup plus importantes. Et donc, en plus, il y a cet aspect computationnel. Si vous avez un horizon H, il faut faire un H modèle. L'idée de l'approche MIMO, c'est plutôt dire, là, je fais un petit exemple, supposez qu'en noir, c'est la série historique, et là, je vous propose deux continuations. Je vous dis rien sur l'erreur des continuations. Je vous demande simplement de choisir entre la verte et la rouge. Je crois que tout le monde n'hésiterait pas à choisir la rouge. Pas parce qu'elle nous semble plus correcte ou plus précise, mais simplement parce qu'elle préserve des propriétés de la série historique. Et donc, il y a des méthodes qu'on a développées qui sont des méthodes multi-input, multi-output. Donc, au lieu de prédire de manière séparée, indépendante, chaque horizon, 1, 2 jusqu'à H,
on prédit ça avec des techniques multi-output des prédictions, donc qui sont un peu compliquées, des techniques de régression classique, mais on peut effectivement imposer quelque part que dans la continuation, il y a les mêmes propriétés que la série initiale. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Oui. Dernier objectif, donc, pour aller jusqu'au bout et être encore plus ambitieux, donc plutôt qu'avoir une seule série, plusieurs étapes en avant, avoir beaucoup de séries, plusieurs étapes en avant. Donc il y a beaucoup de stratégies dans les articles qu'on a écrits, on analyse un peu, on voit ces stratégies. Donc comme je vous ai dit au départ, là c'est peu difficile parce qu'on pourrait combiner un peu tous les soucis des problèmes précédents. On a développé et utilisé une technique qui s'inspire à l'économétrie. Dans l'économétrie, on voit souvent, quand vous pouvez analyser les problèmes de prédiction de plusieurs variables financières et économiques, on utilise une méthode qu'on appelle les dynamic factor model. L'idée qu'au lieu de prédire de manière indépendante chaque série, on essaie d'extraire des variables latentes, des facteurs qui peuvent retenir le maximum du signal. Donc en gros, on comprime les signaux originaux et au lieu de prédire les signaux originaux qui sont ici, on prédit plutôt un petit nombre de facteurs. Donc si n est la dimensionnalité de la série, qui peut être très grande, après je vous montrerai un exemple avec 1 million de séries, et Q pourrait être beaucoup plus petit que n, et au lieu de prédire indépendamment les millions de séries, ben, je vais prédire seulement un petit nombre de facteurs. Et donc, ben, on a proposé une extension, c'est cette idée. Donc l'idée classique, c'était avec des méthodes linéaires, avec une étape en avant. Mais de nouveau, l'intérêt de machine learning, on peut explorer des techniques et des stratégies différentes. Donc on a essayé des méthodes linéaires, on a essayé plusieurs stratégies pour la prédiction, pas seulement une étape en avant, plusieurs étapes en avant. On peut comprimer les signaux de manière différente. On peut les faire de manière linéaire par PCA, mais dès nos jours, on a en deep learning toutes des méthodes, genre encodeur, qui peuvent être utilisées pour faire la réduction dimensionnelle. Et donc, après, j'ai plusieurs résultats, mais ça, je vais sauter on n'a pas trop de temps, mais on a comparé, effectivement, on a montré que cette méthode est compétitive et meilleure d'autres méthodes. Là, vous avez des méthodes, par exemple, genre recurrent neural net, donc ça, vous avez des méthodes genre partial squares. Et là, vous avez une méthode où on prédit chaque série de manière indépendante. Mais pour arriver à la fin, pour arriver un peu à la fin de mon ambition, et de dire, voilà, maintenant, on essaie d'attaquer un problème mis à l'échelle, au lieu de jouer, dans les cas précédents, c'était au maximum une centaine de séries. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut effectivement prédire ou analyser un million de séries? Et donc là, on a besoin, donc, chaque fois qu'on parle de big data, souvent, big data, c'est une notion relative. Donc, un jeu de données devient big une fois, à mon avis, qui n'est pas résident en mémoire. Donc l'analyse statistique classique, vous avez un petit jeu de données, vous chargez en mémoire, vous faites vos analyses. Chaque fois que si vous ne pouvez pas le faire, parce que soit il y a trop de données, ou parce que les données continuent à arriver de manière streaming en flux, à mon avis, là, vous passez sur une autre catégorie de problèmes. Évidemment, c'est relatif à la taille de votre ordinateur, à votre RAM, si c'est Big Data aujourd'hui, peut-être c'est un Big Data dans 10 ans. Mais à l'état actuel, donc, l'intérêt de cette stratégie d'utiliser des facteurs, donc un petit nombre de compressions du signal, mais je l'ai implémenté dans une architecture Spark où, en gros, on tire avantage de deux choses. Donc, que la compression, vous pouvez la faire de manière online, et donc il y a des algorithmes itératifs de la PCA. Et l'autre chose, c'est que chaque facteur est indépendant. Donc, au lieu de prédire mon million de séries une à la fois, ben, je fais d'abord une compression qui est faite ici de manière itérative, et après, en utilisant Spark Streaming, ben, je vais paralyser la prédiction d'un petit nombre de facteurs. Pour après réagréger, évidemment, on prédit des facteurs, mais l'intéressant de ces genres de transformations qui sont inversibles, donc vous passez de l'espace original à l'espace des facteurs, vous pouvez revenir en arrière, dans les deux cas, dans les cas des atomic code et dans le cas linéaire. Et après, évidemment, vous revenez dans l'espace ici. Et on a fait quelques études justement de scalabilité, des mises à l'échelle, en augmentant le nombre des corps qui sont disponibles dans notre cluster. Effectivement, on a pu gérer effectivement 1 million de séries temporelles avec seulement 20 facteurs, et donc on a montré qu'il y a mise à l'échelle. On a montré aussi qu'en augmentant le nombre des training samples, on a effectivement ici, c'est une erreur normalisée par rapport à l'erreur de la méthode la plus belle, la méthode plus simple, et donc chaque fois qu'on va en dessous des 1, ben, on est en train de faire mieux que les méthodes plus simples de prédiction. Voilà, donc je suis presque à la fin. Il y a beaucoup d'autres notions que j'aimerais présenter, on n'aura pas le temps, mais qui sont très importantes aussi dans tout ce qui est prédiction, prédictabilité, c'est lié aussi à la notion de non-stationnarité. Donc les risques, vous faites un modèle qui marche aujourd'hui,
et qui demain ne va plus marcher parce qu'il y a eu un drift. Ça c'est typique par exemple dans les séries temporelles des cartes de crédit, donc les comportements des fraudeurs changent. Et donc ils changent avec la saison, changent parce qu'il y a un changement aussi des stratégies. Il y a le problème aussi d'un intervalle de prédiction. Donc ce qui est intéressant, c'est pas prédire une valeur aussi, mais donner un intervalle, donner une confiance. Il y a tout le problème de la gestion des risques et de la prédiction. Intégré. Il y a le problème de la sélection variable, donc si les inputs que j'utilise ils vont au-delà de certaines tailles, donc il y a un problème de comment sélectionner celles qui sont importantes. Il y a des causalités, il y avait un très chouette exemple qui a été fait avant, donc je ne peux pas répéter tout ça. Voilà, donc je vais terminer comme ça. Avec ça, donc, on pourrait dire que le problème du forecasting est simple, il y a déjà beaucoup de solutions. Ici, je voudrais mettre l'accent sur le fait que chaque problème d'apprentissage automatique demande la résolution de beaucoup de problèmes. Donc on pourrait vraiment assister en sorte à des malédictions de paramétrisation. Donc il y a beaucoup de choix. Chaque fois qu'un data scientist doit pour envoyer un modèle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de support dans la librairie, dans les algorithmes déjà disponibles, mais il y a beaucoup de choix qu'il doit faire. Par exemple, ici dans la série temporelle, les pair processing, tout ce qui est un bit code, combien je vais dans le passé, la forme de la dépendance. J'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait être linéaire, non linéaire. Lisez par paramètres qui concernent chaque technique que vous utiliserez. La stratégie multiple step ahead, je vous ai mentionné plusieurs stratégies. La réduction de dimensionnalité et tout ce qui est non stationnaire. Et donc, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut automatiser tout ça? En principe, si on a suffisamment de données, oui. Si on n'a pas beaucoup de données, on a montré que si vous avez des séries courtes avec beaucoup de bruit, la plupart des fois, c'est plutôt les biais, la connaissance a priori du forecaster qui a plus d'impact que cette optimisation. Maintenant, on est parfois dans le web, on peut toujours optimiser, on peut faire tourner notre réseau neuronal pour beaucoup de temps et trouver la configuration optimale. C'est vrai si vous avez suffisamment de données. Et s'il y a beaucoup plus de signal que bruit, mais c'est qu'a priori, vous ne savez pas. Et donc, ceci, c'était pour vous avertir du risque qu'on n'a pas assez de données, encore la dimensionnalité est beaucoup plus importante que les nombres des données. Toute cette paramétrisation pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de la prédiction. Donc, c'est toujours un warning à émettre par rapport à l'utilisation sur les méthodes de prédiction. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées, mais l'expertise de l'être humain est toujours importante et devrait jouer un rôle. Donc, je m'arrête ici. Donc, j'espère que vous avez montré des situations de forecasting peut être intéressant. Donc, l'objectif d'arriver à des problèmes avec beaucoup de variables de prédiction, multiple step ahead, les besoins de gérer beaucoup de trade-off, faire beaucoup de choix. Il y a beaucoup de techniques qui sont disponibles, c'est vraiment une explosion des publications, des librairies, des solutions, mais a priori, c'est difficile de dire laquelle marche le mieux. Je vous ai présenté une approche, mais évidemment, sujet à d'autres évaluations. Et après, l'aspect qu'on n'a pas considéré, tout ce qui est la section en Inde. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner tout de suite et on laissera l'espace pour les questions tout de suite après. Je vous présente professeur Pierre Gambreux, professeur à la faculté polytechnique de l'Université de Mons, de Belgique, et aussi le doyen de la faculté. Donc il va nous introduire l'évolution de la fonction maintenance et les liens avec l'industrie 4.0. Voilà, bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous. C'est un bonheur d'être l'hôte de l'école centrale Casablanca. C'est un moment qu'on apprécie tous et avoir à juger de la qualité des interventions de ce matin, c'est toujours aussi un plaisir de parler devant des personnes qui pratiquent le métier industriel. Et donc je vais aborder ici dans le cadre de l'industrie 1, 2, 3, 4, 0 le point de vue particulier du métier de la maintenance. Donc on sait que la maintenance s'occupe de l'ensemble des actions techniques, administratives et de gestion durant tout le cycle de vie d'un produit qui sont finalement destinées à assurer un bon fonctionnement de cet équipement, donc le maintenir, le rétablir dans un état où il accomplit finalement la fonction requise, ce pourquoi il a été conçu. Alors, cette notion de maintenance a évidemment évolué au cours du temps pour coller effectivement à des objectifs de performance qui sont déclinés dans des critères de plus en plus multiples. Alors lorsque l'on regarde ce que l'on pense, et on en a eu un éventail ce matin, quelles sont les attentes finalement de la numérisation des entreprises et du 4.0,
Et on veut effectivement plus de flexibilité dans la production. On veut pouvoir adapter les productions de plus petits lots aux besoins du client de manière tout aussi efficace que ce que l'on fait dans le cadre d'une production grande série. On veut effectivement utiliser le big data, le machine learning, l'intelligence artificielle pour atteindre la qualité dans ces ultimes retranchements. On trouve également souvent cité, et on en a eu quelques échos ce matin, une volonté de pouvoir améliorer la maintenance prévisionnelle. Donc il y a cette volonté de réduire les pannes, les défectuosités, les défaillances. Donc c'est quelque chose évidemment qui est au cœur même de la fonction de maintenance. C'est assez amusant de l'avoir identifié lorsqu'on évoque la production 4.0. Évidemment, le 4.0 se propose d'encore mieux concilier la production et la maintenance. Il y a évidemment une meilleure connaissance également des procédés même de production qui sont révolutionnés. On parle du prototypage rapide, de l'additive manufacturing, de l'usinage grande vitesse. Il y a quand même pas mal de nouveaux matériaux également. Donc, ce monde des fabrications est en pleine évolution également. Et enfin, un point qui est essentiel, c'est la place que l'humain peut avoir dans cette histoire, c'est de pouvoir transmettre effectivement l'expertise technique et le savoir-faire des techniciens, des ouvriers. C'est un véritable problème. J'étais il y a 15 jours dans une grande messe industrielle de la maintenance en Belgique à Anvers. C'était Maintenance 4.0, qui était un événement international regroupant 120, 130 compagnies de classe mondiale. Et j'ai été surpris d'un chiffre, c'est celui de la sous-traitance en maintenance. 40% de l'activité actuellement en Belgique est sous-traitée. Et quand on demande pourquoi, alors que vous ne faites que parler de « il faut s'approprier le core business », etc., la raison principale fuse, nous n'avons plus nécessairement les compétences en interne pour assurer notre propre métier. Donc c'est un constat relativement dramatique qui situe véritablement les enjeux de cette transmission du savoir. Alors, dans l'exposé qui va suivre, je vais donc m'efforcer de vous redresser un bref historique du métier de la maintenance, en arriver au concept de maintenance intelligente, et puis je viendrai à illustrer mon propos par quelques exemples qui nous ont mis en prise avec les industries locales ou parfois dans des recherches plus académiques. Donc le panorama de l'histoire de la maintenance, on peut distinguer plusieurs étapes qui correspondent finalement aux différentes phases de l'industrie. La mécanisation, donc on est toujours ici dans le stade du 2.0, on fait de la maintenance préventive systématique selon un échéancier fixe. On voit apparaître dans les années 70 une préoccupation déjà de rassembler des données. C'est l'essor de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur qui a continué à faire des débats, des évolutions jusqu'en 2000. Et l'automatisation gagnant pour la troisième colonne. On a vu l'émergence des capteurs qui se sont démocratisés. On a pu faire de la maintenance préventive conditionnelle, du condition monitoring, on en fait toujours. Et on a, je dirais, beaucoup travaillé sur les phases de détection, de surveillance, de diagnostic. L'optimisation même de la maintenance a pu se baser sur ces acquis du condition monitoring, et également avec l'apport de la fiabilité statistique qui s'est développée, avec des succès divers. C'était très performant dans le domaine du nucléaire, de l'aéronautique, du ferroviaire. Dans l'industrie plus traditionnelle, c'était beaucoup plus complexe en raison, je dirais, de la complexité des processus. Nous en venons maintenant au XXIe siècle à aborder bien des choses sous l'angle d'une maintenance qui est voulue plus prévisionnelle, plus intelligente, et qui permet notamment, c'est un des enjeux actuels, de prédire les durées de vie résiduelles des équipements. On se place véritablement dans une logique de développement durable. On veut exploiter un équipement, je dirais, jusqu'à son dernier souffle, sa dernière possibilité,
et c'est donc l'estimation de la durée de vie que l'on peut encore attendre de lui, qui est un des enjeux principaux. Alors tout cela nous amène à développer la notion de maintenance intelligente. On sait que tout devient intelligent depuis maintenant 15-20 ans. Les voitures sont intelligentes, elles sont capables de percevoir leur environnement. Les maisons deviennent intelligentes, elles prennent en compte la météo et pilotent les unités de chauffage ou de ventilation d'air en conséquence. L'étiquette caisse, bien, chacun sait que lorsqu'on passe à la caisse d'un grand magasin avec sa carte d'identification client, on entre la liste des produits que l'on vient d'acheter dans la grande base de données de ce supermarché qui nous propose ensuite les produits que nous avons oublié d'acheter. Et les systèmes de production deviennent intelligents. On a eu de magnifiques exemples ce matin. Donc perception, analyse, adaptation et évolution caractérisent certainement ce qu'est un processus intelligent. Alors si on veut définir maintenant ce que pourrait être la maintenance intelligente, ce serait l'ensemble des technologies, compétences et méthodes permettant de décider de la meilleure stratégie de maintenance à partir de l'analyse de l'ensemble des données relatives au bien, mais également à son environnement. Donc ça, c'est un premier changement dans le monde de la maintenance, c'est-à-dire que l'on ne va plus s'occuper, strictement parlant, des défaillances des pannes. On va aussi s'intéresser au contexte beaucoup plus global du champ, je dirais, de l'écosystème, du système de production. On ne se limite pas à l'objet technique et ça nécessite évidemment des interactions avec les personnes en amont ou en aval du processus. Il faut prendre en compte notamment le contexte socio-économique de l'exploitation. On se pose dans certaines entreprises en Europe la question de savoir s'il convient encore de maintenir des équipements en production dès lors que l'on sait que l'entreprise est prête à être rachetée par un concurrent ou va devoir fermer. Donc voilà le genre de questions évidemment qui montrent la nécessité d'élargir le cadre de cette maintenance. Évidemment, on ne surveille plus et les données de maintenance ne concernent plus non plus strictement que ce que l'on trouve dans une GMAO classique, à savoir les temps de défaillance, les occurrences de panne, leur classification, les temps de réparation, les coûts. On étend, je dirais, le champ des données utiles au pilotage des actions de maintenance aux données process, aux données de la qualité, et c'est tout cet ensemble de données qui va permettre d'améliorer en tout cas le pilotage de la maintenance avec des fonctions donc, de surveillance, de diagnostic et de pronostic. Ce qu'on appelle pronostic, c'est cette capacité à prédire les durées de vie résiduelles. Donc bien sûr, les aspects économiques sont également intégrés à cet environnement. Une troisième spécificité, c'est que ces données, eh bien, il ne s'agit pas uniquement de les stocker et de les visualiser sous forme de graphique, il faut encore avoir cette capacité de les analyser. Et là, bien, c'est finalement les outils d'aide à la décision et les outils d'analyse intelligente des données qui vont permettre finalement de progresser. Alors bien sûr, révolution aussi au XXIe siècle, c'est l'émergence des nouvelles technologies, de cette capacité de l'informatique et des télécommunications, conjuguées dans tout ce que permet l'IoT, la profusion de capteurs qui peuvent communiquer, et c'est évidemment un champ tout à fait nouveau qui a vu la multiplication des capteurs dans le domaine de la maintenance et également pas mal de possibilités en réalité augmentée pour assister les opérateurs dans leur propre métier. Enfin, on parle de technologie et de compétences, et un point important, semble-t-il, c'est de préserver les acquis. Beaucoup d'efforts ont été faits, on l'a vu avec l'instauration de la maintenance basée sur la fiabilité, de la totale productive maintenance. Les industries ont beaucoup investi dans ces stratégies ou politiques de maintenance qui leur permettent d'améliorer leur performance. Il est donc assez important dans le déploiement du 4.0 de veiller à ne pas tout remettre en cause et de préserver ces acquis
et de bénéficier encore une fois du transfert de connaissances des opérateurs. On peut donc, et je vous laisserai le diaporama, combien de minutes encore? 10-15 minutes, parfait. Donc vous avez ici un tableau qui reprend finalement les différents apports technologiques que l'on peut voir dans la modélisation des dégradations, les conceptions d'unités de production, tout ce qui concerne les capteurs, la collecte des données, la centralisation, le stockage de ces données, leur transmission, leur analyse et surtout à convertir ces données, ces informations en décisions utiles. Donc on peut ainsi avoir une sorte d'énumération fine de tous les facteurs de progrès qui constituent finalement les axes de la maintenance intelligente. Alors tout ce que je viens de raconter, malheureusement, je l'ai déjà raconté il y a 10 ans. Et donc on peut vraiment se poser la question, on parle maintenant de 4.0, mais qu'est-ce qui a véritablement changé? Ce tableau que je viens de projeter, c'est assez amusant. Fouad vient de sortir, c'est bien dommage, parce que c'est un rapport que nous avions rédigé pour justement positionner la maintenance intelligente, qui est un concept qui date maintenant d'une dizaine d'années. Alors comment justifier finalement cette stagnation? Et je parle essentiellement de l'expérience belge. Il faut fortement nuancer par rapport à la France, qui est un pays qui témoigne d'un beaucoup plus grand dynamisme pour la maintenance. Il suffit de comparer le nombre de formations et de recherches consacrées à la fiabilité, la sûreté de fonctionnement et la maintenance en France pour s'en rendre compte. Et néanmoins, bon, le terrain industriel constitue en Belgique aussi un terrain d'expérimentation intéressant. Mais beaucoup d'industries, les industries lourdes en particulier, manquent encore de maturité. On est toujours confronté, on est revenu sur ce point ce matin sur la problématique des données. Tant que l'on n'a pas mis en place des procédures pour s'assurer que toutes les données sont enregistrées, qu'elles sont correctes, qu'elles sont cohérentes et qu'elles sont relativement précises, eh bien, on ne parvient pas effectivement à progresser. Et sans doute est-on capable de faire un bond significatif en avant en repensant totalement une ligne avec les capteurs, les procédures d'enregistrement des données, plutôt que de chaque fois vouloir faire évoluer quelque chose. Il y a en tout cas également un facteur qui est, du point de vue industriel, plutôt moins en Belgique, la maintenance basée sur la fiabilité et finalement tout ce que l'on peut tirer de données précises qui nécessitent ces calculs de fiabilité n'ont pas eu vraiment beaucoup d'écho. Les entreprises ayant préféré, et c'était bien logique, donner la priorité à l'instauration de politiques de la totale préventive maintenance, qui, une fois qu'elles sont mises en place, permettent effectivement d'avoir un système de production dans un état relativement normalisé et qui permet à ce moment d'entreprendre les analyses plus fines de fiabilité. Alors si on regarde maintenant ce qui évolue depuis 10 ans, quelques mots-clés vont certainement devoir être ajoutés. Et donc, en bleu, on va retrouver ce qui a suscité, je dirais, l'intérêt de la communauté scientifique et technique. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits dans l'analyse des modes de défaillance, les modèles physiques de dégradation et des modèles mathématiques pour justement caractériser ces dégradations et donc utiliser ces modèles mathématiques en vue d'optimiser les opérations de maintenance. Ce que l'on trouve en rouge, c'est ce qui est véritablement l'objet même, je dirais, des recherches actuelles et des enjeux pour l'avenir proche, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de concevoir des unités de production, mais bien des unités de production et de maintenance, les deux fonctions étant de plus en plus liées. Pour la production, on a cité les cobots, donc ces robots collaboratifs que l'on va retrouver dans un contexte de production, mais également comme des moyens d'assistance en maintenance, où ils peuvent être particulièrement utiles. Les fonctions de téléopération, d'autoréparation de machines, de reconfiguration suite à des défaillances, sont également des thématiques très, très importantes, où le 4.0 peut effectivement apporter beaucoup. Alors les assistances maintenant sont en réalité augmentées
Les capacités d'impression 3D, de production rapide sont également des thématiques qui vont atteindre un certain degré de maturité. Pour la collecte des données, les capteurs autonomes, auto-alimentés, communicants intelligents sont également un plus. Pour ce qui est évidemment tout ce qui concerne l'informatique, collecte, centralisation de données, transmission de données, on parle beaucoup d'IoT et de sécurisation, c'est bien normal. Pour l'analyse des données, on a parlé de machine learning, de big data, d'intelligence artificielle. Un point qui reste étonnamment peu évoqué, c'est celui de la gestion des incertitudes et de l'interprétabilité des différents modèles. Donc là, ce sont certainement des pistes qui devraient retenir beaucoup plus d'intérêt. On a l'impression que subitement, que 4.0, on n'a pas besoin davantage de décimales. Le 4.0, c'est une valeur bien ronde. On a l'illusion qu'on va atteindre une précision jamais atteinte. Il ne faut pas oublier que nous traitons en maintenance de données particulièrement aléatoires et sujettes aux incertitudes. Et donc il faut beaucoup d'humilité dans les modèles que l'on déploie pour prendre en compte ces incertitudes dans le processus décisionnel. Là, c'est certainement quelque chose qui est une piste qui doit retenir aussi bien l'attention de la communauté, je dirais, académique et scientifique, que celle de la communauté industrielle. Chaque fois qu'on s'adresse à des industriels et qu'on fait des prédictions dans une fourchette, si un autre expert se présente avec un chiffre, avec une décimale, la balance penche en faveur immanquablement de l'expert qui donne un chiffre avec une décimale, alors que celui qui donne une incertitude passe pour étant moindre expert. C'est quand même un processus assez particulier. Puis donc dans les décisions et actions, eh bien, il y a encore certainement beaucoup d'efforts dans les méthodes d'aide à la décision, intégrant en particulier ces incertitudes et ce risque. Et on peut citer également, on en a beaucoup discuté ce matin, des besoins de formation à tous les niveaux. Le commentaire que j'ai fait au sujet de la sous-traitance est assez éclairant. Et également, au point de vue industriel, des besoins de normalisation. Parce qu'on se rend compte que dans le domaine de la maintenance, il est très difficile de trouver deux industries qui adoptent le même langage, on confond prévisionnel, préventif, prédictif, etc. Et donc c'est assez compliqué effectivement de progresser avec un vocabulaire commun. Alors quelques exemples pour nourrir la discussion qui va suivre. Ce sont des exemples tirés par exemple des évolutions de machines-outils qui ont connu évidemment une complexification et qui sont amenés à travailler dans des environnements de plus en plus complexes avec de la robotique, évidemment toujours des interventions humaines, mais que l'on veut limiter évidemment au minimum. Ça, je vais peut-être passer, je crois qu'il me reste quand même 5 minutes. Donc, les challenges pour les machines-outils sont relativement importants, puisque en Allemagne, une étude peut montrer que 45% des coûts sont relatifs en fait à des opérations de maintenance, de changement d'outils, de réglage, de machines. Et donc ça situe un peu les enjeux dans le cadre du contexte machine-outil de la maintenance 4.0. Alors on s'intéresse effectivement en particulier à la maintenance avec, je dirais, tout ce que peuvent offrir les nouveaux capteurs, le condition monitoring de manière relativement classique. Et donc diverses méthodes de traitement de signaux sont développées maintenant depuis plus de 40 ans pour permettre l'identification des défauts mécaniques naissants, et ce sous des conditions opératoires qui sont difficiles, des instationnarités, des bruits, des non-linéarités. Donc voilà un exemple de cas que l'on peut traiter. On s'intéresse simplement à la détection de défauts sur une machine qui est destinée à fileter des manchons, vous voyez, biconiques, qui sont destinés à raccorder des tiges pour des trains de forage pétroliers. Donc on fait toute une série de traitements de signal pour relever effectivement les différentes caractéristiques fréquentielles des signaux. Ça ne suffit toujours pas à trouver ce que l'on veut, et il faut parfois recourir à des méthodes de traitement de signal relativement élaborées. On va
devoir trouver des indicateurs caractéristiques dans des fréquences données, qu'il va falloir ensuite normaliser en fonction des conditions opératoires, du type de matériaux qu'en usine, des profondeurs de passe, etc. Donc il y a tout un travail de traitement de données à faire si on utilise la voie classique et qui est assez quand même laborieux à définir. Plus évidemment ensuite des procédures de machine learning, d'apprentissage, qui vont permettre finalement d'aboutir à un arbre de décision où l'on peut avoir des taux de détection d'usure modérée ou avancée, ce qui est la préoccupation principale de l'utilisateur, avec des taux de reconnaissance particulièrement élevés. Donc ça, ce sont des choses relativement classiques, bien évidemment. Il faut encore pouvoir les faire. Il y a un effort conséquent, une expertise à développer. La maîtrise des paramètres environnementaux reste effectivement un problème. Il faut non seulement donc s'assurer de ces mesures, mais également de leur bon phasage par rapport au plan de production, la traçabilité des produits. Il faut être synchrone. C'est loin d'être simple sur le terrain. Ces techniques, évidemment, bénéficient d'effets favorables, puisque les capteurs autonomes sont de plus en plus disponibles, ainsi que les capacités de stockage. Donc c'est surtout la variabilité des processus industriels qui compromet parfois l'efficacité de cet apprentissage. L'enjeu à l'heure actuelle pour les machines-outils, ça n'est plutôt de détecter un défaut, une absence de pièces, un bourrage repos, c'est par exemple de prédire la durée de vie des outils. Et donc là, pour réduire cette incertitude, on se propose généralement de combiner à la fois des modèles physiques de référence, toujours le condition monitoring, et éventuellement des modèles statistiques qui sont, je dirais, assez classiques dans la caractérisation des défaillances. Donc c'est ce que l'on peut faire pour estimer les durées de vie résiduelles des outils de coupe, où l'on parvient, si l'on effectue des modèles d'évolution d'usure d'outils de coupe, on va reconnaître ici sur la figure de droite des évolutions de trajectoire de dégradation d'outils dans un lot utilisé dans des conditions relativement constantes. Donc c'est toujours l'occasion de rappeler qu'il y a évidemment une dispersion expérimentale qui est liée à la variabilité des matériaux que l'on usine. Et si l'on modifie évidemment un tant soit peu les vitesses de coupe, voilà, un problème technique supplémentaire, voilà. Et lorsqu'on parle de défaillance, on s'expose à certaines de celles-ci, mais que la modification de vitesse de coupe de quelques dizaines de pourcents entraîne des modifications relativement sensibles dont il faut pouvoir tenir compte. Bon, tout ça se modélise. Il y a un faux contact. Voilà, je ne touche plus l'ordinateur. Tout cela se modélise, ceci dit, relativement aisément avec les outils mathématiques, et l'on est capable de suivre finalement, au fur et à mesure des procédés d'usinage, les évolutions de ces dégradations d'outils. Et si l'on a l'occasion de se permettre une mesure en cours d'usinage, on peut réadapter les modèles pour arriver à des estimations de durée de vie relativement précises. Donc à nouveau, voilà un facteur de progrès, à condition toujours de déployer un effort conséquent d'identification des modèles et de maîtriser les paramètres environnementaux. Les facteurs favorables, eh bien, ce reste un peu les mêmes. On a maintenant des capteurs autonomes, des moyens de stocker les données sans trop de difficultés. Cette problématique d'usure d'outils est au centre des recherches, donc il y a évidemment l'intérêt de la communauté scientifique qui est focalisée là-dessus, et qui plus est, c'est relatif à une autre préoccupation très au sérieux à l'heure actuelle, qui est celle du contrôle qualité. Donc effectivement, une des limitations, c'est que l'intelligence artificielle doit toujours être humainement assistée. Il faut délimiter les phases d'usinage, les données incohérentes, etc. Il y a quand même généralement toujours un travail de pré-processing qui reste relativement laborieux, mais qui peut être fait et automatisé dans une certaine mesure également. Est-ce que j'ai encore du temps ou... Je vais arriver donc à la conclusion. Il y a d'autres exemples que vous pourrez lire.
Donc en maintenance 4.0, bien, on essaie d'aborder maintenant une maintenance réellement intelligente, donc avec ces capacités d'extrapolation par rapport à des situations connues. L'émergence des modèles numériques devrait permettre d'avoir une avancée également, mais bon, ces jumelles numériques, ces digital twins ne sont pas encore toujours nécessairement au point dans tous les domaines. On se préoccupe toujours, évidemment, dans la maintenance 4.0 de la place de l'humain dans ce processus. Donc maintenance 1, 2, 3, 4, 0. Le 1, c'était pour correctif. Le 2, la maintenance planifiée, organisée. La 3, on a connu la révolution de la maintenance informatisée. La 4 sera immanquablement la place de la maintenance intelligente. Et comme il n'y a jamais finalement aucune théorie qui ne se répète dans le monde de la production et de la maintenance, peut-être que d'ici 10 ans, on ressortira le coup du zéro et du zéro. Merci pour votre attention. Merci aux deux professeurs, Jacques et Dombreux. Et en fait, moi j'ai une question sur un questionnement plutôt sur quelque chose que j'avais dit, et une question qui va associer à la présentation. Moi je suis un ancien de Cockerill. Donc vous avez dit pour les industries de process et l'industrie lourde, la maintenance n'était pas à maturité. Alors je m'étonne parce que ça a commencé en 1700 et quelques, quand ils ont commencé à produire. Je ne réalise pas encore le manque de maturité. Deuxième des choses, c'est par rapport à maintenant au Big Data, parce que au fourneau, toutes les lignes, elles captent énormément d'informations. Comment on pourrait associer, disons, le data mining, les informations, la quantité de données, au profit de la prédiction de la maintenance, surtout pour des lignes comme ça, surtout que c'est très lourd comme investissement et des pannes sont très très coûteuses pour les entreprises. Merci. Voilà donc. Oui, je pense qu'on entend. Voilà, donc je me suis permis de dire que dans l'industrie lourde, je ne visais pas Cockerill en particulier en disant cela, mais je peux prendre ce cas-là, puisque on a eu le plaisir d'avoir le professeur Tahiri, quand on est témoin des gens de Cockerill, d'assister à des séminaires que nous avions organisés à Rabat sur la maintenance il y a une vingtaine d'années. Et Cockerill était remarquablement cité en exemple pour avoir développé à l'époque un système de GMAO tout à fait bien conçu. Et puis bon, qu'en est-il à l'heure actuelle? Eh bien, cette GMAO de Cockerill a dû être remplacée par celle du groupe ArcelorMittal. Donc, grande transition. Toujours des difficultés, effectivement, de récupérer des données sur certaines lignes. Je ne me permettrai pas de juger de toutes celles des lignes. Il se fait qu'on a eu un projet de maintenance intelligente avec le groupe ArcelorMittal il y a une dizaine d'années. On a pu assister effectivement à la difficulté de regrouper à la fois les données, production, process, maintenance, parce qu'elles sont toujours issues de bases de données différentes. Et donc là, les choses doivent évoluer. On peut consentir des moyens pour regrouper ces données issues de systèmes de supervision, de systèmes de gestion de la maintenance, de contrôle de qualité, qu'on se proposait d'ailleurs de mettre en œuvre avec des télévisions, des caméras, des signaux qui sont devenus de plus en plus complexes. Il y a bien sûr des signaux vibratoires qui sont des signaux dynamiques, mais on a ajouté de la vision, etc. Donc la nature même des signaux est devenue de plus en plus complexe, et je dirais le regroupement de toutes ces données au sein d'une même base de données est quand même un travail relativement conséquent, qui d'ailleurs n'était pas à l'ordre du jour dans ce projet de recherche. Mais la récupération même des données, ne fût-ce que pour tirer des indications sur les occurrences de défaillances et les lois de fiabilité, ont été un travail qui a nécessité grand soin, qui a révélé vraiment que la qualité des données en maintenance est quelque chose d'assez essentiel. Parce qu'elle découle encore d'un processus qui reste encore souvent manuel. Il y a encore des documents papier. Il faut parfois décrire dans des rapports d'intervention la nature même des défaillances, c'est une phase, et il y a là encore un manque de normalisation. Là, je parle pour les industries en général.
le fait qu'on s'accorde sur une liste fermée de modes de défaillance, de caractérisation de panne, c'est absolument nécessaire pour pouvoir comprendre des commentaires qui sont dans différents points, avec des expressions très différentes, on a du mal à regrouper et à poser un diagnostic. J'ai pas d'expérience au moins dans ce domaine-là. Je pense qu'une fois que les données sont disponibles, la plupart des fois, effectivement, il y a des problèmes d'organisation, des problèmes humains, de disponibilité de données. Une fois en principe que les données de beaucoup de capteurs sont disponibles, comme j'ai dit, les méthodes d'apprentissage automatique, c'est des méthodes qui vont se rajouter à l'arsenal des techniques statistiques plus conventionnelles. Donc dans sa présentation, j'ai vu beaucoup de problèmes semblables qui pourraient être attaqués de manière complémentaire. Donc a priori, après, ma suggestion toujours pour les étudiants est toujours commencer par les méthodes les plus simples, les plus établies, les plus utilisées par le domaine, avant de passer à des choses plus compliquées ou plus exotiques en quelque sorte. Toujours évaluer si ça vaut la peine de passer à des méthodologies. Mais en principe, il me semble de comprendre que c'est des problèmes de détection, classification, prédiction assez standard d'un point de vue machine learning. Donc. Mais je pense que le véritable problème est comment avoir suffisamment de données, les collecter, les rendre disponibles, les partager. Est-ce qu'on a accès à des flux de données? Je dirais si c'est un problème en streaming, est-ce qu'on sait vraiment connecter les machines au serveur qui fait l'analyse? J'ai le sentiment que c'est plutôt là le problème, plutôt que d'un point de vue technique, de méthode. Donc, je suis Rachid Mohamed, je suis chef de projet téléconduite régionale au sein de l'ONU. Nous avons déjà un système SCADA, donc système de contrôle et d'acquisition de données. Donc on a toutes les remontées d'informations EGI. Donc ma question pour M. Saber sur la modélisation. Donc est-ce qu'il est nécessaire d'avoir son propre modèle? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser par exemple un modèle déjà existant? Parce que dans le domaine d'énergie, il y a plusieurs distributeurs. Est-ce qu'on peut reproduire ou réutiliser un modèle existant et après le corriger? Et ma deuxième question, donc, sur le choix des paramètres, les variables. Donc si on ne connaît pas toutes les variables qui agissent sur un système, donc quelle est la meilleure méthode pour la définition des paramètres et des variables? Merci. Je commence. Oui. Donc l'utilisation de modèles, il y a tout un domaine dans le machine learning qui s'appelle transfer learning, qui est justement comment on peut transférer un modèle qui a été entraîné dans certaines configurations à d'autres. Par exemple, c'est une chose qu'on fait pour la détection de fraude, comment passer d'un marché belge à un marché allemand. Mais de manière plus simple, normalement, s'il y a des modèles qui sont déjà considérés utiles ou efficaces, il y a plusieurs stratégies. Souvent, on utilise le résidu de ces modèles au lieu de réfuter tous les modèles. On suppose qu'il y a déjà assez d'informations qui est capturée par les modèles classiques. On va s'attaquer plutôt aux résidus, aux erreurs de ces modèles. On essaie de les réduire. Voir s'il y a encore des informations dans le résidu. Ça, c'est quelque chose qu'on fait typiquement pour effectivement pas jeter à la poubelle des modèles ou des connaissances existantes. Après, tous les domaines des variables, là, il y a vraiment tout un camp de la machine learning qui est sur la sélection variable. Et donc, effectivement, analyser dans un ensemble de variables lesquelles elles apportent plus d'informations sur les targets à prédire. Donc, j'ai le sentiment qu'il n'est pas souvent utilisé, et ça dépend aussi de la dimension du problème. Hein. Donc, disons qu'il y a des domaines, genre la bioinformatique, on est confronté à des problèmes où il y a 10 000 variables et 50 observations, donc c'est complètement non balancé. Et donc, dans ces domaines-là, on a développé beaucoup de techniques de sélection variable. Et j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment utilisés dans d'autres domaines et qui ont des variables, effectivement, identifier des variables qui apportent plus d'informations. Mais je pense que ça vaudrait la peine, effectivement, de se focaliser entre les deux domaines différents. Je crois que c'est un débat qui reste encore assez ouvert, malgré tout. Tout dépend un peu du domaine, évidemment, dans lequel on travaille. Mais si je reviens à l'exemple de la machine outil, il a quand même fallu consacrer un temps relativement long pour trouver les bonnes features, les bons indicateurs, trouver les bonnes bandes de fréquences pertinentes pour trouver des explications au phénomène et des éléments qui étaient pertinents par rapport aux problèmes recherchés. J'ai l'impression maintenant, quand je discute avec certaines personnes qui se proposent de mettre en œuvre les techniques de machine learning, c'est qu'on va pouvoir mettre directement les évolutions temporelles des capteurs dans les bases de données. Je pense que ça relève encore un peu de l'utopie pour le moment et qu'il vaut mieux être prudent
et que tous ces efforts qui ont été consacrés à trouver les bons indicateurs pour des phénomènes doivent être garantis. Il favorise d'ailleurs l'interprétabilité de l'explication. Donc je pense qu'il y a en tout cas un besoin de pouvoir garder une sorte de compréhension des phénomènes parce qu'on utilise des indicateurs qui, eux, restent interprétables. Oui, je suis tout à fait d'accord. Comme ma suggestion est toujours commencer par les modèles plus simples, aussi de l'utiliser un maximum avec les connaissances de métier. Évidemment, si on sait qu'un peu processing apporte déjà beaucoup d'informations, c'est peut-être déjà la bonne piste avec laquelle commencer. C'est qu'on peut dire que souvent on peut tester la valeur ajoutée d'autres variables. Donc il y a des méthodes qui vont tester l'information conditionnelle, donc conditionnelle sur des features qui ont fait déjà, est-ce que d'autres features apportent encore de l'information. Et de toute manière, ça c'est valable pour tous les domaines, du médical à l'industriel. S'il y en a une connaissance expert, ça serait bête de la jeter. Je veux dire, on commence toujours par celle-là, et après on peut avoir une attitude ouverte de comparer plusieurs techniques, du boîte noire par rapport à boîte ouverte, là. Mais bon, disons que c'est relativement facile de tester maintenant des techniques de machine learning appliquées à un jeu donné. Donc, moi, je ne resterai pas fermé non plus, dans le sens, en sachant qu'il y a déjà une performance avec des modèles classiques, toujours tester s'il y a une valeur ajoutée dans d'autres stratégies. Ça ne coûte rien, mais à la fin, c'est toujours les données qui donnent une réponse. Hein. Les données, si c'est la précision, ou l'interprétation, si ça c'est une valeur importante. Mais là, après, ça devient plutôt un peu multicritère. C'est pas seulement la accuracy qui compte, mais c'est aussi combien l'ingénieur est à l'aise, l'interprétation des résultats. Donc il faut voir un petit peu comment on combine les critères. Oui, bonjour. Du coup, Alexandre Cosson, ingénieur commercial en MES, Astre Software. J'ai une question à propos de la maintenance. Du coup, on a évoqué vraiment la maintenance 4.0. Mais est-ce qu'au niveau de la maintenance de niveau 1, de niveau 2, les deux sont impactés, j'imagine? Et comment le guidage permet aussi une meilleure maintenance des opérateurs sur les lignes? Le guidage le guidage des opérateurs dans les opérations qu'ils peuvent avoir en termes de maintenance. Est-ce qu'il y a plus de montée en compétences et d'autonomie accordée aux opérateurs justement dans ces domaines? Là, les conditions de déploiement de ce guidage avec les moyens de réalité augmentée, les casques virtuels, je suppose que c'est à ça que vous faites allusion, ont des vertus essentiellement documentaires, notamment pour des entreprises européennes qui sont amenées à exporter leurs produits dans le monde entier. Donc là, il y a une transmission de l'information au bon moment, il y a la bonne personne qui est assez efficace. En termes d'augmentation des compétences, je ne connais pas d'études qui me permettent de vous répondre, parce que c'est une mesure de compétence des opérateurs, et c'est probablement elle-même difficile à mesurer, elle doit certainement y contribuer. Et il faut certainement, tout au départ, constituer, je dirais, la base de données de ces éléments qui sont transmis. Et donc c'est certainement un facteur de progrès. À un moment donné, on se pose la question de resynthétiser cette compétence pour pouvoir la transmettre. Donc ça, c'est au moins une phase qui a certainement son bénéfice. D'accord, merci. Moi j'avais une question pour Gianluca, qui, je pense aussi, traite de la lisibilité, de l'interprétabilité. Aujourd'hui, qu'en est-il de la recherche de causalité dans les modèles prédictifs? Oui, ça tu défonces une porte ouverte parce que justement on a travaillé sur ça. Et donc, de mon point de vue, moi j'ai un peu travaillé sur justement la sélection variable, et ça c'est très important du côté surtout médical. Donc on a des problèmes avec un très grand nombre de variables, et souvent il faut faire une distinction entre des variables prédictives qui apportent de l'information et des variables causales. Donc la grosse différence, c'est qu'une variable prédictive, si on observe cette valeur, on a une certaine probabilité qu'elle est target. La variable causale, c'est en manipulant cette valeur, on peut avoir un impact sur la distribution du target. Et donc ça, c'est vraiment important dans le biomédical, parce que souvent on voit que souvent dans les signatures géniques pour les cancers du sein, par exemple, on trouve beaucoup de variables qui sont des gènes, qui sont des effets, ils sont liés à l'inflammation, par exemple. C'est plutôt des effets du cancer plutôt que de la cause. Et donc c'est un domaine
très intéressante, très à la mode. On a travaillé, donc il y a des mesures essentiellement inspirées aux réseaux bayésiennes d'indépendance conditionnelle qu'on peut utiliser. Nous, on a travaillé pour prioriser les variables. Donc dire voilà, on vous donne un sous-ensemble de variables qui ne soit pas seulement prédictive, mais qui est potentiellement causale. Donc il n'y a rien de plus difficile au monde que la causalité, évidemment, parce qu'on ne peut pas manipuler. Mais on peut effectivement, avec lui, de nouveau prioriser un peu l'espace de recherche en disant, voilà, il y a une série d'indicateurs de la distribution du signal qui peuvent donner de l'information sur la causalité. Il y a des résultats intéressants, il y a eu une compétition, on peut dire, les problèmes plus difficiles à la causalité quand il y a deux variables. Parce que normalement, on ne peut pas jouer sur l'indépendance conditionnelle, et s'il y a apporte information sur B, B apporte information sur A. On a toujours pensé que c'était un problème qu'on ne pouvait même pas aborder. Il y a eu récemment une compétition qui a été organisée par Isabelle Guyon, il y a 2-3 ans, justement avec des exemples, avec une approche machine learning, avec des couples de variables. Donc on avait des couples de variables pour lesquels on savait la cause et l'effet. Et après il y avait un test set, donc une compétition à la Kaggle, c'était justement sur Kaggle, pour laquelle il fallait prédire laquelle était la cause et l'effet. Et beaucoup de gens, et moi je suis arrivé au 8e, on a eu des performances nettement supérieures à l'aléatoire. Et donc ça a ouvert quand même un domaine, surtout évidemment dans les canaux linéaires. On peut imaginer qu'il y a quand même de l'information que la causalité laisse des traces dans les données. Évidemment, souvent ces traces ne sont pas tellement évidentes, mais ça peut aider. Et après, souvent la causalité, à mon avis, il faut le voir de manière itérative. Donc si on a un problème avec beaucoup de variables, on va identifier les variables potentiellement causales. Et après, il faut passer évidemment par une manipulation, par des tests additionnels. Et déjà, permettre de focaliser l'attention sur la sous-ensemble de variables, c'est très intéressant. Donc, mais il y a beaucoup de recherches, donc Isabelle Guyon et France, elle a fait beaucoup de choses. Ça pose bien plus de choses. Bonjour, donc, je vous remercie pour la qualité de la présentation, donc merci beaucoup. Ma question est la suivante. En fait, je veux savoir notre niveau de maturité si on parle par exemple de l'industrie de la maintenance 4.0. Est-ce qu'on est actuellement capable d'avoir des features, des features qui vont nous permettre d'avoir des modèles pour modéliser déjà les comportements via la maintenance en fait. Parce que si on parle de la maintenance prédictive, il y a pas mal de paramètres qui rentrent dedans. Il y a la maîtrise environnementale dont vous avez parlé et tout. Donc actuellement, est-ce qu'il y a déjà des modèles? Est-ce qu'on est arrivé à modéliser quelques modèles? Est-ce qu'on a fait preuve que actuellement on est au niveau de parler de la maintenance 4.0? Merci. Tout dépend encore une fois du cadre dans lequel on se place. On parvient à avoir des estimations de durée de vie relativement précises quand on a des éléments machines bien standardisés, comme des guidages par roulement par exemple, ou quand on adresse la problématique de petite coupe sur des machines qui travaillent dans des conditions relativement stationnaires. La problématique des processus industriels complexes, c'est que tout d'abord, il faut s'assurer que les conditions opératoires restent tout à fait standards et équilibrées au fil du temps. Donc, je pense que là, une condition préalable, c'est que l'entreprise ait déjà mis en place un plan de maintenance du 5S, toute une série de dispositions qui garantissent que la ligne de production peut travailler dans des conditions relativement stables et normales, et dans des secteurs aussi où le facteur matériaux, par exemple, ne joue pas un rôle trop important. Alors si on prend des cas maintenant dans des lignes qui sont beaucoup plus maîtrisées, je pense par exemple à une ligne de montage de composants électroniques, bon, ils sont en train de l'installer, donc sans doute dans quelques années, je pourrais vous dire ils y sont parvenus ou pas. En tout cas, je pense que par poste, il sera possible de tirer des conclusions sur certains modes de défaillance qui ont été identifiés comme critiques. Maintenant, des modèles globaux qui adressent toutes les défaillances, je n'en connais pas encore. On commence généralement par traiter les défaillances les plus critiques après une analyse de criticité. Il y a des polémiques qui sortent actuellement sur l'obsolescence programmée. Est-ce que vous avez des
déjà des sollicitations sur ces sujets-là ou pas? Non. Mais c'est vrai que ce que tu fais, ça peut être complètement utile. Donc il y a en fait un collègue de l'ULB, Pierre-Étienne Lavaud, qui a effectué plusieurs recherches et une thèse de doctorat il y a quelques années sur l'obsolescence programmée. Personnellement, moi je manque d'éléments pour vous répondre sur ce point. C'est vrai qu'on peut élaborer dans les statistiques. Hein. Je veux dire, si on a des modèles sur l'obsolescence classique, c'est plutôt détection d'outlier de comportement inattendu. Donc en principe, c'est tout à fait légitime d'utiliser les connaissances existantes pour la détecter. C'est un peu comme la fraude des voitures, donc c'est un peu complexe. Ouais. Bonjour. Ali Alaoui, doctorant à l'INSEM, Casa, en partenariat avec l'Université Francis de Belgrade. Donc, je travaille sur la maintenance prédictive des machines tournantes. J'ai une question par rapport à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce domaine de prédire les défauts au niveau des machines tournantes ou pas? Oui, donc ça, la classe des machines tournantes constitue, je dirais, le cas de référence de tous les efforts qui ont été effectués, je dirais, en diagnostic et en pronostic à l'heure actuelle. Donc, à nouveau, pour le pronostic, les principaux efforts sont plutôt pour prédire les dégradations de roulement. Donc là, à nouveau, on y parvient dans de bonnes conditions, même si les défauts naissants restent toujours difficiles à simuler en laboratoire pour valider les modèles. Il y a toujours des problèmes spécifiques pour les machines basse vitesse, etc. Ça, on peut en discuter après la pause. Moi, j'ai une question. Alors, dans l'industrie 4.0, en fait, on a les objets, ils deviennent communicants. Alors, si on est par exemple dans le scénario, le produit il peut s'auto-diagnostiquer, il peut dire moi je m'auto-répare, ou je pense que telle machine, mon problème il est dû à telle machine. Alors que l'autre, de l'autre côté, la machine dit non, non, c'est pas moi, moi tout va bien. En fait, on imagine bien que ça questionne l'organisation de la fonction maintenance, ça met en question les processus de maintenance. Alors qu'est-ce que vous en pensez en fait? Alors, ce sont des pistes qui restent ouvertes, il y a beaucoup d'efforts à faire. Si on prend finalement la problématique du changement d'outil, si cette usure est détectée avec une bonne fiabilité, il suffit d'avoir un changement automatique d'outil qui s'effectue en un temps record. Donc il y a des solutions relativement simples qui peuvent être mises en œuvre, encore faut-il les mettre en œuvre, encore faut-il probablement revoir la typologie, la morphologie de certaines machines-outils. Donc il y a sans doute des éléments simples. Un point que je n'ai pas présenté, c'est le lien que l'on peut avoir entre le contrôle qualité et la phase de production. Donc à ce niveau-là, ce sont des unités qui doivent communiquer davantage. Quand un diagnostic est également possible, on arrive parfois aussi à des conclusions qui sont négatives. On peut par exemple voir la dérive d'un dispositif de soudage de poches en plastique et arriver à la conclusion que oui, on sait le prédire, mais quand on le sait, on a exactement 5 minutes chrono en main pour changer et intervenir. Donc on va nécessairement retomber dans une logique de maintenance corrective parce que le temps de réaction est trop court. Et donc dans toutes ces analyses préliminaires qui sous-tendent effectivement le déploiement d'une instrumentation 4.0, il faut s'assurer que ça ait un sens et que le phénomène que l'on se propose de pouvoir anticiper, on dispose d'un temps suffisant. Souvent, il faut quand même prendre le temps de comprendre les phénomènes et d'avoir une analyse préliminaire pour s'assurer que ça va mener à quelque chose de possible. Et en termes de produits, de ressources autoréparables, qu'est-ce qui se fait on a quelques... Il y a sur le domaine des polymères et des métaux autoréparables, il y a énorme, c'est un champ de recherche en soi dans le domaine des matériaux. Donc il y a des progrès qui sont enregistrés un peu dans tous les domaines. Je peux vous donner des références à l'université de Delft aux Pays-Bas où ils sont fort avancés dans le domaine et dans tous les types de matériaux. Je
pense qu'on est plus vers des thématiques industrielles où la réparation locale, avec les nouveaux moyens de fabrication additive, vont sans doute permettre de réparer ou de reproduire des pièces avec des caractéristiques identiques. Donc là, on va aussi arriver dans de nouvelles logiques d'organisation de la maintenance, parce qu'on n'aura peut-être plus besoin d'un stock aussi conséquent de pièces de rechange, et que l'on pourra certainement intervenir plus efficacement. Mais bon, il y aura de toute façon des stocks de pièces de rechange. J'ai du mal à l'heure actuelle à produire un roulement à billes par des moyens de fabrication additive. Donc on est encore loin du compte. Merci. Leila Benhlima, enseignante-chercheur à l'école Mahmadia d'ingénieurs. Je vous remercie pour vos 2 présentations. Et ma question est pour M. Bontempi, c'est bien ça. Donc, vous avez présenté la méthode des FML. Alors, je voudrais savoir si elle est... parce que vous avez commencé par parler des séries temporelles, et je voulais savoir si c'était pour des problématiques où on a justement des données de type série temporelle. C'est vrai que vous avez présenté le cas de la fraude. On peut le voir juste comme une détection d'anomalie, classification. Donc, est-ce que ça peut être utilisé dans d'autres cas? Donc, en réalité, dans la fraude, on utilise plutôt des modèles explicatifs. Donc, en réalité, l'aspect temporel, on l'utilise pour ajouter quelques variables. Par exemple, un client qui a fait des comportements temporels un peu bizarres, donc on les stocke plutôt dans des variables. Et après, on utilise plutôt, comme vous avez dit, des méthodes de classification. En gros, c'est des classificateurs de random forest qu'on a montré qui marchent assez bien. Et donc, on a tout un tas de features, quelques features liées aussi au comportement temporel. Mais ce n'est pas forcément un problème des séries temporelles classiques où on peut dire les features sur la base du passé. Même s'il y a des aspects temporaux qui sont englobés dans les variables. D'accord. Alors, merci. Ma deuxième question, c'est par rapport, parce que vous avez dit que la méthode donne de meilleurs résultats par rapport à d'autres méthodes. Oui, donc, quelles sont les autres méthodes? Les autres méthodes, il y a plutôt en batterie des méthodes multivariées qu'on peut utiliser, des méthodes classiques VAR, la version multivariée de l'autorégressive du modèle ARMA. Donc, oui, il y a la version multivariée. Après, on a utilisé des méthodes de deep learning, des réseaux neuronales. On a utilisé, vu que c'est un problème multi-input, multi-output, de partial squares, qui sont des méthodes aussi qui peuvent gérer les multivariables. On a utilisé des méthodes univariées aussi, parce qu'on s'est dit pourquoi pas prédire une variable ou une série à la fois. Mais le problème, quand il y a beaucoup de dimensionnalité, une série peut dépendre de son passé, mais aussi de tous les autres. L'idée était justement de noter dans des settings spatio-temporaux, où il y avait un aspect spatio-temporel, par exemple, des données liées à la température, ou sinon il y avait effectivement des dépendances cross-sectionnelles, c'était dans la finance, c'était la prédiction des volatilités. Et donc on pourrait se dire, on prédit chaque série indépendamment, mais là le risque est qu'on va exploser le nombre de variables, et donc on a utilisé aussi des méthodes de sélection de variables, mais apparemment l'effet d'avoir ces facteurs communs, c'était un bon trade-off. Mais toujours après les trade-offs, c'est toujours biais-variance en quelque sorte, donc l'avantage d'une méthode par facteur qui est une méthode assez robuste, parce qu'il y a peu de dimensions. Et donc, même si c'est forcément une approximation, il est beaucoup plus robuste que des méthodes qui utilisent une variable à la fois. Donc, moi, normalement, quand je résume tout l'effort du machine learning, ça revient toujours à l'effort biais-variance, overfitting, underfitting. Donc, c'est pas forcément la méthode la plus compliquée qui marche le mieux, parce que la méthode plus compliquée, typiquement très variante, très sensible au bruit. Et donc, parfois, des méthodes de compression, méthodes simples. Et donc, tout marche mieux que des méthodes qui ont l'air plus exotiques ou plus intéressantes. Donc, tous les jeux du data science, c'est trouver le bon trade-off entre la complexité et l'accuracy. Et donc, ça, c'est difficile. Et ça se voit normalement dans le problème de grande dimensionnalité. C'est temporaire. Merci. Bonjour, je vous remercie déjà pour la qualité de la conférence. Ma question est relative à la relation entre le constructeur et l'exploitant.
est-ce que la maintenance 4.0 va aller dans le sens de la vulgarisation de la fonction maintenance chez l'exploitant, c'est-à-dire qu'il aura besoin de moins de compétences pour pouvoir gérer sa maintenance, puisque l'objet ou la machine il est connecté, il peut bénéficier directement de l'expertise du constructeur, ou au contraire va aller dans le sens où il y aurait plus de transparence entre le constructeur et son client. Mais je pense qu'il faut bien distinguer les acteurs. Donc, vous parlez de constructeurs et d'exploitants. Donc, je vais prendre par exemple celui qui construit, livre une ligne sidérurgique, celui qui l'exploite. Et il y a peut-être d'autres parties comme les sous-traitants, qui sont certainement des acteurs importants. Et si je prends un sous-traitant qui fait par exemple de l'analyse vibratoire et du condition monitoring, c'est quelqu'un aussi qui va accumuler les données non seulement de la ligne sidérurgique qu'il emploie, mais peut-être aussi de lignes sidérurgiques concurrentes et autres. Donc ça soulève évidemment beaucoup de questions dans le partage des données. Je pense que les voies de progrès, en tout cas pour le développement du 4.0, on voit mal comment un utilisateur peut le déployer sans de relation directe avec le fabricant de lignes, parce qu'il y a toute une discussion qui doit s'établir sur la localisation des capteurs, leur type, et je dirais l'amélioration qui doit être trouvée aussi dans la performance. Si on construit une nouvelle ligne, c'est généralement aussi avec des contraintes de qualité et des contraintes de productivité plus élevées. Donc là, il y a une discussion évidemment entre l'exploitant et le constructeur qui doit s'établir au niveau du cahier des charges. C'est évidemment élémentaire. Par contre, il y a une problématique plus difficile si effectivement les données sont sous-traitées à une partie tierce qui est experte en machine learning, en traitement de signal. On voit beaucoup de petites sociétés spin-off d'universités se positionner sur ce terrain de l'exploitation de données industrielles. Et donc là, la relation, je dirais, de confiance et le retour vers le constructeur est sans doute plus difficile à établir, mais je pense qu'on est sur un plan qui quand même est assez différent. Il ne faut pas oublier, à mon avis, la partie de la sous-traitance, qui est une troisième partie dans cette problématique de partage de l'information. Très bien, une dernière question. Oui. Merci, je m'appelle Adrahim Flata, je suis un directeur de maintenance de la sidérurgie de la Syrie. Donc nous, on a dans le stade, c'est l'informatisation de la maintenance. Je veux savoir les préconditions, les prérequis pour faire la transformation à la maintenance intelligente, pour la maintenance 4.0. Est-ce qu'on ne peut pas passer directement à le dernier zéro, c'est-à-dire zéro panne, sans passer à la maintenance intelligente? Je sais que la maintenance intelligente doit investir un peu avec les capteurs et tout ça, mais avec l'ancien école, c'est-à-dire si tu fais une maintenance prédictive avec des bonnes conditions, avec l'expertise, tu vas aller directement à zéro panne, sans aller à la maintenance intelligente. Oui, il facilite, je suis d'accord, parce que la maintenance intelligente, il facilite, il facilite l'expertise, mais c'est ça ma question. Je crois que le zéro panne n'est pas une fin en soi qui risque d'être difficile à atteindre. Il y a un moyen simple de l'atteindre, c'est peut-être de laisser la ligne à l'arrêt. Alors là, votre productivité va chuter, et encore, il y a une détérioration des systèmes à l'arrêt qui est d'ailleurs très, très problématique à gérer. Si vous faites une nouvelle ligne, je pense que vous pouvez la concevoir directement, vu votre expérience des autres lignes, avec ce qu'il faut y mettre pour y déployer le 4.0 en termes de capteurs, de communication, de sécurisation des données. Et il faut intégrer ce que vous avez déjà. Vous avez déjà une GMAO en place
Est-ce que vous pouvez en faire un bilan, vous assurer que les indicateurs qu'elle livre sont bien les indicateurs réels? Vous avez probablement mis une TPM en place, des contrôles qualité, des suivis de taux de rendement synthétique et autres. Est-ce qu'ils vous satisfont ou pas? Je pense que le déploiement du 4.0 est l'occasion effectivement de refaire une sorte de bilan sur les politiques de maintenance déployées, du préventif systématique au préventif conditionnel, peut-être aussi d'autres politiques de maintenance comme les politiques opportunistes qui permettent de gagner sans trop investir sur l'efficacité de la fonction maintenance. Voilà. Les questions prioritaires, c'est est-ce qu'il y a encore des améliorations à trouver sur ce qui